La découverte, je l'imagine un petit peu comme un jeu où il faudrait remplir deux jauges pour gagner. La première jauge, c'est la confiance que le prospect a en vous, et la deuxième jauge, c'est votre compréhension de ses problèmes, ses besoins et évidemment sa maturité d'achat. Tout au long du rendez-vous, vous marquez ou vous perdez des points qui remplissent ou vident ces jauges. Et quand les jauges sont pleines, vous avez gagné. Vous pouvez sérieusement prétendre à la vente, mais pas avant. Alors comment réussir à remplir ces deux jauges au maximum? Autrement dit, comment réussir sa découverte? Cette vidéo est là pour répondre à cette question. Aujourd'hui, on va parler entre autres de comment avoir un coup d'avance dans vos ventes, de méthodes de questionnement SPIN, de la courbe de la confiance MIM et de la gestion des prospects qui refusent de répondre à vos questions. Je vais vous donner des modèles, des exemples concrets, on va utiliser de l'IA. J'ai vraiment mis le paquet dans cette vidéo, alors restez bien accrochés jusqu'à la fin. Parce que tout ça, on n'en parle pas dans les manuels et moi je vais le faire aujourd'hui. Je vais prendre le risque de trop vulgariser, mais la découverte, c'est juste l'étape où l'on questionne son prospect. Ça fait 15 ans que je mise sur cette partie quand je vends et à mon avis, ça m'a valu beaucoup de belles ventes quand j'étais commercial. D'ailleurs, je m'appelle Quentin, je suis un ancien directeur commercial dans le SaaS B2B et depuis 5 ans, je conseille les dirigeants et je forme leurs commerciaux à des méthodes de vente performantes. C'est important pour qu'ils puissent développer leur chiffre d'affaires plus rapidement et de manière répétable parce qu'on préfère, mais aussi avec des méthodes saines et respectueuses des prospects et ça, j'y tiens. Si ça vous intéresse, tout est sous la vidéo dans la partie description. Vous pouvez aller directement sur notre site www.meetyourmarket.fr. Alors pour réussir sa découverte, vous êtes là pour ça, il faut réunir 3 ingrédients. Impacter la courbe de la confiance, poser les questions qui font vendre et avoir la bonne posture de vente. 3 étapes donc, j'adore tout ce qui marche par 3. Alors disons que ce sera le plan de cette vidéo. Alors, je ne vous le recommande pas, mais si vous voulez passer à la méthode de questionnement directement, utilisez le chapitrage sous la vidéo. Mais là, ce que je vais dire ici, ça me paraît important parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez et je veux consacrer un temps préalable à la dynamique de confiance entre vous et votre prospect. La découverte, ça permet de construire de la confiance, ça il faut y penser. Mais la confiance, on va devoir aussi en utiliser pour pouvoir avancer dans le questionnement et obtenir des réponses qualitatives. Pourquoi est-ce que c'est aussi important la confiance? C'est simple. C'est parce qu'il n'y a que si le prospect a confiance en vous qu'il achètera. Il y a cet adage en anglais qui dit « People buy from people they trust ». C'est hyper important. Et cette confiance, vous la voulez pour ça, mais parce que ça permet aussi d'obtenir des réponses à vos questions, quand on a confiance, d'avoir accès à des informations de meilleure qualité, on va vous dire des choses qu'on ne dit pas aux autres parce qu'on a confiance en vous, que les prospects tiennent leurs engagements parce qu'ils vous estiment, et puis parfois que les prospects même vous recommandent. Alors vous voyez, c'est important de bien maîtriser la confiance. Mais d'ailleurs, comment ça marche la confiance en vente? Eh bien c'est assez simple, puisque la confiance, ça marche avec 2 jambes. J'ai déjà fait une vidéo entière là-dessus que vous pouvez aller visionner, mais quand même, bref rappel pour ceux qui nous rejoignent. Il y a 2 sous-jacents à la confiance, c'est les 2 jambes. D'un côté, la confiance personnelle, et de l'autre, la confiance professionnelle. La confiance personnelle, elle répond à la question pour le prospect, est-ce que ça m'est agréable de dialoguer, de communiquer, de collaborer avec cette personne? Est-ce que finalement, quand je vois son prénom s'afficher sur mon téléphone, j'ai envie de décrocher et je me dis, chouette, je vais passer un bon moment. C'est ce qu'on appelle aussi le lien. Et de l'autre côté, la confiance professionnelle, elle va répondre à la question, est-ce que cette personne est crédible? Est-ce que je peux me fier à cette personne? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle tient ses engagements? Pour vendre, il faut les 2. Si vous n'avez que la confiance personnelle, mais pas la confiance professionnelle, vous serez juste quelqu'un de sympa, mais qu'il ne faut pas trop écouter. Si vous n'avez que la confiance professionnelle et pas la confiance personnelle, vous serez quelqu'un de crédible certes, mais avec qui on n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps et à qui on ne va pas révéler ses petits secrets. Généralement, en tant que commercial, on est un petit peu meilleur sur l'un des deux, et c'est pas grave. D'ailleurs, il faut capitaliser sur cette force. C'est juste que parfois, on va se reposer la question, comment je construis de la confiance personnelle ou de la confiance professionnelle? C'est très important. Cette mécanique, évidemment, elle est insidieuse dans la tête du prospect, mais elle fonctionne. Elle est à l'œuvre, en tâche de fond, pendant toutes vos interactions avec le prospect. Durant vos rendez-vous et en particulier pendant la découverte, tout aura un impact sur la confiance. Et pour vous l'expliquer, j'ai modélisé la courbe de la confiance. Elle montre des exemples d'actions qui vont impacter la confiance de manière positive ou de manière négative. C'est ces actions qui viennent remplir la jauge dont je parlais en introduction. Est-ce que le prospect, il met de la confiance en vous? Et d'ailleurs, cette jauge, vous allez devoir la remplir pendant tout le rendez-vous, gagner de la confiance, gagner de la confiance, gagner de la confiance, mais vous allez devoir aussi la vider, vous en servir d'un peu de cette confiance pour accéder à des questions plus complexes, plus sensibles. Et là, vous voyez que s'il n'y a pas de confiance, vous n'irez pas au bout. Et là, vous allez vous dire, mais ma question n'est pas bonne, ça n'a rien à voir. C'est simplement que vous ne l'avez pas posée au bon moment, j'en parlerai tout à l'heure. La découverte, ça va donc créer de la confiance, parce qu'on pose des bonnes questions, mais ça va aussi
en consommer dans la jauge. Ce que vous allez constater dans cette courbe, c'est qu'il y a un lien entre le niveau de confiance auquel vous êtes et les questions que vous avez le droit de poser ou pas. Il y a comme des paliers. Tant qu'on n'est pas arrivé à un certain palier, on ne peut pas poser certaines questions au risque de ne pas avoir de réponse ou même de braquer le prospect, voire de consommer des points de confiance. Alors c'est le moment où je prends mon ordinateur et que je regarde cette courbe avec vous. Et ce que vous allez tout de suite voir, c'est que la courbe, elle commence à 0, elle pourrait commencer ailleurs, mais elle commence par des petites choses extérieures. La promesse qu'il y a sur votre site, son design, si le design est bon, la confiance va être un peu meilleure parce que ça paraît professionnel, confiance personnelle, professionnelle. Si le site est tout buggé et que ça ne marche pas, vous allez démarrer presque dans le négatif, dans le niveau de confiance, la flèche de gauche. Vous n'avez pas encore parlé au prospect, il y a déjà des choses qui se jouent sur cette courbe. Quand le prospect découvre vos références, il va aussi se dire « Ah, c'est chouette, ils ont l'air pas mal, vous gagnez en confiance ». Et puis d'un coup, il va y avoir un bug sur le site et puis ça redescend. Et là, sur cette courbe, vous allez voir plein d'exemples qui vont vous permettre de construire ou parfois malheureusement de détruire de la confiance. J'ai aussi mis plusieurs paliers. Alors les paliers que j'ai mis, ils sont symboliques. L'idée c'est que quand on passe une certaine barre, on passe d'inconnu à quelqu'un d'intéressant, quelqu'un avec qui on peut creuser. Et puis quand on a passé cette barre, on va arriver sur la marque crédible. Et donc, en fonction de quand est-ce qu'on avance dans le cycle de vente, awareness, first contact, premier rendez-vous, mise en tension, la mise en tension c'est le closing, on voit qu'on va faire évoluer ça. Et donc dans les encadrés, puisqu'à la fin ça donne une matrice finalement, selon où vous en êtes dans la confiance, il y a des questions qui vont arriver, il y a des questions qui vont pouvoir être posées à ce moment-là et pas à un autre. Par exemple le budget, vous voyez bien que si vous posez la question dans la case awareness inconnu, vous n'allez pas demander au prospect quel est son budget, vous n'aurez pas de réponse. Alors que dans la mise en tension très tard, si vous êtes une marque crédible par exemple, ça va être beaucoup plus facile d'obtenir une réponse à cette question. Et la seule différence entre ces deux points, c'est pas la manière dont vous allez poser la question, même si ça a un impact, mais c'est surtout la confiance que le prospect aura eu en vous. Dans la description, je vous mets 8 actions que vous pouvez utiliser pour faire monter la confiance et 10 actions qui vous feront baisser la confiance auxquelles il faut faire attention. Alors c'est vrai qu'on me demande souvent quelles questions on peut poser ou non au prospect. On me demande si telle ou telle question n'est pas too much. Mais en réalité, il n'y a pas de questions qu'on ne puisse pas poser. Il y a des questions juste qui sont posées au mauvais moment. Je vais vous expliquer. Imaginez que vous êtes dans une soirée et vous rencontrez une personne pour la première fois. Vous approchez d'elle et vous lui demandez « Salut, combien tu gagnes ?» Quelles sont vos chances d'obtenir une réponse ? A priori, pas énorme, même si ça peut arriver. Maintenant, imaginez que vous passiez la soirée entière avec cette personne. Évidemment, vous n'avez pas commencé par lui demander sa rémunération, mais vous allez avoir la petite conversation habituelle, vous vous entendez bien, la relation se développe, et puis un peu plus tard, au fil de la discussion, disons, en fin de soirée, vous allez lui demander « Et combien tu gagnes ?» À votre avis, que va-t-il se passer ? Alors, c'est plutôt clair, je ne vais pas vous faire d'insultes, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir une réponse, même si c'est pas sûr qu'ils vous le disent en réalité. Et oui, en faisant ça, vos chances d'obtenir la réponse, elles ont décollé et c'est bien normal. C'est la même question, mais pas avec le même timing. Avec les prospects, c'est exactement la même chose. Il faudra donc majoritairement faire attention à vos points, à la température dans votre jauge, avant de poser certaines questions. Et ce que je trouve génial dans notre métier, ce que je trouve beau, c'est qu'en fait, il y a certaines questions qui vont vous permettre non seulement d'en apprendre plus sur le prospect, c'est pour ça qu'on pose des questions, mais elles vont aussi vous permettre de remplir la jauge, parce qu'elles sont intéressantes, parce qu'elles sont posées au bon moment. Et là, normalement, boum, vous comprenez l'intérêt d'ordonner vos questions dans le bon sens, en fonction de leur niveau d'intimité, de confiance nécessaire, pour être posées. C'est exactement ça la force des bonnes questions au bon moment, c'est qu'elles permettent à la fois d'obtenir les informations qui vous intéressent, ça c'est logique, mais elles permettent aussi, je le disais, d'envoyer un signal à votre prospect sur le type de commercial que vous êtes et donc de construire de la confiance. Des questions ciselées, précises, qui invitent le prospect à se questionner, n'envoient pas du tout le même signal que des questions génériques du type « Combien êtes-vous dans l'équipe ?» Et évidemment, parfois c'est utile de poser cette question, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce concept, ce que je viens de vous expliquer, eh bien c'est ça, une question qui fait vendre. D'ailleurs, si vous cherchez à en construire une liste, j'ai fait un outil complet, étape par étape, qui vous permettra de construire vos propres questions de découverte pour aboutir à un plan. C'est un Excel que vous pouvez télécharger, oui, encore gratuitement. Vous le retrouverez dans les commentaires. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, je vais dans les entreprises parfois pour les aider à construire leurs propres questions de découverte. Quand je fais ça, j'utilise le même tableau. Donc, allez le chercher. C'est un fichier Excel disponible dans la description. Alors,
petite pause pendant cette vidéo pour vous dire que tout ce que je vous dis là, c'est qu'un tout petit bout de ce que je fais quand je forme les équipes commerciales à vendre plus. Je fais des exercices, des simulations, des jeux, je les mets au centre de l'action et tout ça, ça a pour but de les entraîner aux bons gestes commerciaux. Il faut que quand la formation soit terminée, on soit déjà monté en compétences et on soit prêt à vendre plus et plus souvent. Donc si vous avez envie de méthodes structurées, répétables pour vendre plus et plus souvent, je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'en savoir plus. Et maintenant, on peut repartir dans la découverte. Bon allez, ça y est, j'y viens, j'en parle. Le cœur de la découverte, c'est quand même de poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est une bonne question ? Alors d'abord, on va commencer par l'éternel duel question ouverte versus question fermée. Et là, il y a une chose que les prospects détestent, c'est de sentir que vous essayez de les biaiser. Et je pourrais enlever le i. Je me suis fait biaiser par un commercial. Alors voici ce qu'il ne faut pas faire et voici ce qu'il ne faut pas dire. Avez-vous des problèmes pour réaliser vos reportings ? Alors que vous pourriez dire, comment réalisez-vous vos reportings ? Ça laisse le prospect libre et sans suspicion inutile pour lui et pour vous. Ça vous permet aussi de découvrir des choses auxquelles vous vous attendiez pas forcément. C'est ça l'avantage d'une question ouverte. Ça laisse le champ libre au prospect et ça ne lui donne pas l'impression que vous essayez de lui faire dire quelque chose, de biaiser la conversation. Alors les questions fermées, celles pour lesquelles on ne peut répondre que par oui ou par non, elles sont pas forcément mauvaises, mais souvent elles révèlent deux grands écueils. D'abord, c'est le syndrome de l'expert. C'est le commercial qui veut prendre des raccourcis, il sait déjà quoi chercher, où chercher, il va poser des questions fermées pour valider ses cases et emmener le prospect quelque part. Sauf que le problème, c'est que le prospect, il voit où vous voulez l'emmener et du coup, il va avoir un sentiment de réactance, c'est-à-dire que il va aller à l'encontre de ce que vous faites, ça va pas le mettre à l'aise. Et deux, vous êtes peut-être en train de faire fausse route parce que vous avez l'habitude et que dans 80% des cas, c'est telle et telle chose qui arrive au prospect et vous voyez pas tout le reste. Et ça, c'est dangereux. Et le deuxième problème que posent les questions fermées, et en fait je l'ai déjà donné, c'est qu'elle donne l'impression au prospect que vous êtes en train de le biaiser. C'est le problème de la question fermée. Donc oui, chacune de ces questions peuvent être une bonne question, mais il faut retenir que les questions fermées, souvent, c'est un peu plus ennuyant pour le prospect, et ça va le faire décrocher, et que en début de meeting, il vaut mieux toujours démarrer par des questions ouvertes, simples et peu intimes. Je vous parlais de la confiance. Au début, il faut poser des questions dont le niveau de proximité pour être répondu est très bas. Soyez stratégique. Alors, autre type de questions qui font vendre, c'est les questions qui ont un intérêt pour le prospect. Soit parce qu'il ne s'est jamais posé la question. Un exemple, ça peut être combien de fois vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation qui vous coûte 15 000 €. Vous voyez, c'est la question où le prospect se dit tiens, ça c'est une bonne question là, je me l'étais jamais posée. Donc c'est une question intéressante pour lui. Et la deuxième type de question, c'est les questions où le prospect il apprend quelque chose. Une data sur son industrie, quelque chose qu'il découvre avec vous, grâce à vous. Par exemple, ça peut être en général le taux de transformation sur votre marché est de 25%. Quel est le vôtre ? Vous voyez, j'ai introduit ma question par une data intéressante qui montre que je connais un petit peu le marché et qui informe mon prospect. Et ça, ça l'intéresse, ça vous fait gagner des points de confiance. C'est une question qui fait vendre. Alors, je fais une petite parenthèse en partie 3, c'est les questions avec du contexte. C'est très important quand vous voulez poser une question de poser du contexte. Ça permet au prospect de voir où est-ce que vous voulez en venir et de ménager son attention. Donc le type de question, ça peut être tout à l'heure vous parliez de ABC et ça m'a fait réagir. Je me demandais si nanana et vous posez votre question. Vous voyez, vous mettez du contexte à la question. Alors que si vous posiez juste votre question, le lien pour le prospect, il serait pas forcément évident. Puis dans cette question de contexte, il y a aussi les questions de précision. Pour être sûr de bien comprendre CDE, pourriez-vous me préciser ABC ? Ça aussi, ce sont des questions qui font vendre, on les comprend, elles sont logiques, elles donnent envie, on voit que vous cheminez, elles donnent confiance. Et pour finir sur les questions qui font vendre, je suis obligé de vous parler de la méthode SPIN. C'est une méthode de questionnement qui est redoutable et qui nous vient de notre ami américain Neil Rackham. J'en ai fait une vidéo complète, synthétique, qui vous explique comment l'utiliser. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Allez la voir, vous tapez Spin Selling Quentin Despas sur YouTube, vous allez la trouver tout de suite, sinon je vous mets le lien aussi dans la description. Allez voir cette vidéo, c'est un incontournable sur la chaîne et ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant d'un point de vue commercial. Alors maintenant, quelques tips avant de passer à la partie 3. D'abord, l'ordre des questions. Il faut savoir naviguer dans le chaos. Question ouverte, question fermée, parler d'un sujet, parler d'un autre, la question la plus intime, la moins intime. Il faut que vous soyez agile parce que le but, c'est de réussir à poser toutes vos questions dans le respect du fil de la discussion. C'est ça qui va nous éviter l'effet interrogatoire, j'en parlerai tout à l'heure. Et c'est très important, c'est ça qui va créer la discussion naturelle, que la confiance va progressivement monter, votre courbe de la confiance, votre connaissance dans la jauge de la connaissance, elle va aussi progressivement monter. Et c'est ça qui, tranquillement, va vous emmener vers l'issue de la vente. Alors un tips pour réussir à naviguer dans ce chaos et pour vous en sortir, moi j'imagine toujours un entonnoir. Et je me dis qu'en début de conversation, je suis en haut de l'entonnoir et je dois poser des questions larges qui sont peu intimes pour le prospect, pour lesquelles il est très facile, n'importe qui vous répondrait. Et à mesure que ma confiance augmente, je vais pouvoir poser des questions de plus en plus précises, de plus en plus ciselées, de plus en plus intimes pour le prospect, des questions auxquelles il va répondre, auxquelles il n'aurait pas répondu en début de rendez-vous. Et donc je descends
dans mon entonnoir, jusque presque on pourrait imaginer la question fatidique, quand souhaitez-vous démarrer? Cet entonnoir, cette ordonnance des questions, cette capacité à naviguer dans le chaos, elle est importante et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas commencer votre entretien par « Bon, monsieur le prospect, quels sont vos problèmes ?» J'ai vu parfois des commerciaux faire ça, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est exactement pour cette raison que ça ne marchera pas de démarrer comme ça votre entretien. Sinon, ça devient désagréable, on a l'impression qu'on est dans un interrogatoire, et le prospect, il finit par perdre patience et vous dire « Bon, quand est-ce qu'on démarre la démo ?» J'imagine que c'est une situation que vous connaissez. Mon deuxième tips, je pourrais en parler pendant des heures, pendant des journées, c'est de chiffrer. Quand vous posez des questions, que le prospect vous répond un peu, parfois, souvent, on a des problèmes de... Il faut toujours chercher à chiffrer les choses, à rationaliser, parce que c'est en chiffrant que vous allez pouvoir comprendre l'état, le niveau actuel des choses. Ça va pas, oui, mais ça va pas combien, ça va pas quand, ça va pas depuis combien de temps, ça permet de se situer. Et derrière, vous allez promettre ici, et donc vous allez tracer un trait entre la situation actuelle pas très désirable du prospect et sa situation future géniale. Et ce trait, il représente un écart et cet écart, c'est le ROI. C'est ça que vous allez vendre. Donc si vous ne chiffrez pas, vous ne pouvez pas vendre le ROI. Donc chiffrez tout. Je dis toujours, il faut peser la douleur. C'est hyper important. Il y a des petits indices, les mots un peu, souvent, parfois. Ça doit éveiller chez vous la féroce envie de chiffrer. Troisième type maintenant, que faire en cas de blocage? Que faire quand le prospect il nous répond pas? Il y a plusieurs cas. Il y a le blocage pour manque de confiance. Confiance en vous ou en les commerciaux en général d'ailleurs. C'est le cas où finalement le prospect a de l'info mais qui veut pas vous la partager entièrement. Et là c'est compliqué parce que vous pouvez pas résoudre le problème en un claquement de doigts. Alors ce que vous pouvez faire dans certains cas c'est dire la vérité. Expliquer qu'à ce stade, vous avez l'impression que tout va bien, qu'il n'y a pas forcément besoin de régler un quelconque problème. Et peut-être de revenir à la question originale qui est, mais à l'origine, monsieur le prospect, qu'est-ce qui vous avait donné envie de faire ce rendez-vous, de participer à ce rendez-vous? D'ailleurs, pour toutes ces questions de déblocage en général, je vous recommande ma vidéo sur comment traiter les prospects difficiles, qui va vous donner tous les tips concrets pour les prospects, vous savez, un petit peu parfois dominants ou exigeants, qui vous cassent les pieds en rendez-vous. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez aller la voir. Le cas numéro 2 de blocage en rendez-vous, c'est quand le prospect manque de connaissances, de maturité sur son problème. Et là, c'est le moment où vous pouvez sortir votre cape de super-héros, vous êtes super bien préparé, ça va être une bonne nouvelle pour vous et pour lui d'ailleurs, parce que vous allez pouvoir lui expliquer comment vous avez réglé le problème avec d'autres clients, comment ça se passe sur le marché, vous allez donner de l'information qui va l'enrichir et pour ça, il va vous remercier avec des points de confiance notamment. Alors, quand on est complètement perdu, qu'on ne sait plus où aller, il y a toujours la solution du menu des problèmes. Normalement, vous devriez être en capacité de comprendre les 3-4 problèmes majeurs que vivent vos prospects en général. C'est ce que j'appelle les piliers. Et quand vous êtes bloqué, perdu, vous n'avancez pas dans le rendez-vous, vous pouvez revenir à vos piliers avec votre prospect. En lui disant la chose suivante, vous allez lui dire « Monsieur le prospect, en général, nous, les directeurs commerciaux de l'industrie pharmaceutique, ils font appel à nous pour 3 problèmes. D'abord parce qu'ils ont un problème de productivité dans leur équipe commerciale. Ou alors parce qu'ils ont un problème de vitesse de montée en compétences avec les nouvelles recrues qu'ils ont régulièrement. Puis la dernière raison, c'est parce que parfois, ils manquent de méthodes pour performer en vente. Parmi ces 3 cas, lequel vous semble le plus proche de votre réalité, monsieur le prospect? On a fait le menu, on lui a expliqué comment des personnes du même poste que lui, dans la même industrie que lui, nous utilisent pour gagner de l'argent, du temps, peu importe. Ça va permettre de recentrer le débat. Il a vu le menu, il choisit, il sélectionne, comme sur Netflix, ce qu'il veut approfondir avec vous. Ça vous donne un meilleur axe et ça lui donne de la lisibilité sur les problèmes. On a parlé des mécaniques de confiance avec notre jauge, on a parlé des questions qui font vendre. Maintenant, on va parler de la posture. Comment vous allez vous comporter, vous tenir avec votre prospect? C'est quoi la philosophie derrière tout ça? Alors en 1, démarrez en sachant ce que l'on cherche, avoir toujours un coup d'avance. En rendez-vous, comme dans la vie, chacune de vos actions a des conséquences. Ce qui se passe plus tard dans votre rendez-vous, c'est une conséquence de tout ce que vous avez fait plus tôt. Là, vous allez me dire « Merci Quentin, on a appris quelque chose ». Alors non, je vais vous donner un exemple très concret, vous allez voir comment ça s'applique aux commerciaux. Votre proposition commerciale, par exemple, elle ne peut pas être bien renseignée avec des informations pertinentes si vous n'avez pas fait une bonne découverte au préalable, si vous n'avez pas le ROI, si vous n'avez pas la situation actuelle chiffrée du client, ce ne sera pas possible. Ça veut dire que pendant votre rendez-vous, vous devez déjà penser à la proposition commerciale et tout ce que vous devez mettre à l'intérieur pour convaincre le client. Parce que c'est comme ça que vous allez savoir quelle information chercher pendant ce fameux rendez-vous. Autre exemple, après, quand le client il vous répond plus là, quand il vous ghoste, c'est simplement parce que avant, vous n'avez pas su lui donner envie. Si je donne envie avant, conséquence, j'ai moins de chances que le prospect me ghoste. J'ai les idées claires, j'ai toujours un coup d'avance. Un autre exemple, c'est la méthode des piliers. J'ai aussi fait une vidéo sur la méthode des piliers que vous pourrez aller regarder.
C'est quoi? C'est au moment où vous résumez les problèmes du prospect, vous devez être capable de les mettre dans des grandes catégories de problèmes. Et ces catégories de problèmes, elles sont propres à une industrie. Ce qui fait que vous pouvez les préparer à l'avance. Parce que si vous ne le faites pas, ça devient très complexe de regrouper une grande quantité de données, celle qui vous aura été donnée pendant la découverte, c'est ce que vous allez découvrir avec votre prospect, pour la ranger dans des catégories qui sont claires et qui montrent que vous avez à la fois une capacité d'analyse, récolte d'informations, mais aussi une capacité de synthèse, mettre ces informations dans des groupes cohérents homogènes, qui s'appellent des piliers. Si ces piliers ne sont pas prêts à l'avance, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous devez donc toujours avoir un coup d'avance. Donc le petit tips là-dessus très simple, c'est vous faire une checklist de rendez-vous pour éviter d'oublier la moindre chose. Alors oui, ça peut être le MEDDIC, c'est une super méthode de vente que les anglo-saxons utilisent beaucoup et avec grand succès d'ailleurs. J'ai déjà fait 3 vidéos là-dessus sur la chaîne. Mais il faut aussi que vous personnalisiez le MEDDIC avec vos propres questions, les petits plus qui vont faire la différence dans le processus de vente. Donc, actualisez ces checklists. Le deuxième tips en termes de posture, c'est de vous oublier. Pendant la découverte, vous n'êtes pas là pour parler de vous, de votre produit, de votre service ou que sais-je. Vous êtes là pour parler du prospect, sa situation actuelle, ses problèmes et c'est tout. Parfois, je vois des commerciaux qui entendent « Oui, alors on a du mal à faire tel sujet, on n'est pas très productif ». Et là, les commerciaux, ils sautent sur l'occasion et ils disent « Ah bah vous verrez que dans notre logiciel, quand vous ferez ça et ça, vous pourrez être productif. » Non, vous vous oubliez, vous n'êtes pas là pour ça, vous ne parlez pas de vous. La découverte, c'est focus sur le client. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de garder son attention, de rendre les choses intéressantes pour lui. Ne lui faites pas parler de lui si à chaque fois vous en revenez à vous. Vous savez, dans cette discussion au quotidien que vous pouvez avoir avec certaines personnes, vous allez dire « Ah bah hier j'ai mangé un pique-nique » et puis la personne elle va répondre « Ah bah moi aussi d'ailleurs j'ai mangé un pique-nique » et blablabla et blablabla. C'est excessivement énervant pour ceux qui connaissent cette situation. Ne la reproduisez pas avec le prospect. La découverte, c'est pour lui. C'est à peu près la moitié du rendez-vous et on s'oublie. On ne parle que de lui. Troisième point de posture important, c'est d'adopter un ton neutre. Vous n'êtes pas là pour commenter, juger la situation du prospect, dire c'est bien, c'est pas bien, c'est beaucoup, c'est trop peu. Vous êtes là pour écouter, vous prenez des notes, vous ne jugez pas le prospect. Parce que si vous le jugez, peut-être qu'il n'aura pas envie de vous donner la prochaine information, peut-être qu'il ne trouvera pas ça juste, peut-être que vous allez rentrer dans un débat qui est inutile. Vous devez d'abord collecter de l'information et vous montrer neutre face à elle. Vous peignez la situation actuelle du prospect telle qu'elle est. Vous n'avez pas besoin de commenter. Parce que dans cette étape finalement du rendez-vous, vous êtes un consultant. Et que font les consultants en début de mission ? Ils prennent de l'information, ils ne commentent pas, ils ne commencent pas déjà à donner leur diagnostic. Vous faites la même chose parce que vous êtes un consultant à ce moment-là. Donc on soutiendra tous les petits commentaires du type « Ah oui, c'est beaucoup monsieur le prospect, effectivement ». Vous pourrez faire ces commentaires de manière factuelle, mais plus tard, par la suite, quand vous allez montrer votre expertise. Là, à cette étape, le seul moyen de montrer votre expertise, c'est de poser des questions pertinentes. C'est tout. En termes de posture, mon dernier tips, ce sera d'être patient. Être patient, pourquoi ? Parce que j'arrête pas de vous dire depuis le début qu'il ne faut pas parler de vous, qu'il ne faut pas commenter, qu'il ne faut pas trop parler, et au final, il ne faut pas vous mettre en avant. Ça va vous demander évidemment de la patience, mais c'est pour la bonne cause. Parce que quand vous allez vous mettre à parler, sortir votre pitch, vous aurez collecté tellement d'informations, vous aurez pu tellement personnaliser votre discours, que ça va vous envoyer un raz-de-marée de points là, dans la courbe de la confiance, qui sera énorme. Si vous le faites avant, vous risquez de taper un coup d'épée dans l'eau. Donc la patience, en termes de posture, ce sera votre meilleur allié pour avancer dans la découverte. À la fin de votre découverte, vous devrez être capable de répondre à la question « Est-ce que je suis convaincu que je peux aider cette personne à atteindre son objectif, régler son problème ou satisfaire son désir ?» Si oui, on peut lui dire, résumer sa compréhension et lui demander l'accord pour la démo. Là, il y a des méthodes et j'en parle dans une autre vidéo. Et sinon, on va le challenger, on va lui expliquer la situation, comment on l'analyse et on va essayer de repartir dans une découverte pour trouver des problèmes à résoudre. Petite interruption pour vous dire que effectivement j'ai parlé d'une IA dans l'introduction mais j'ai décidé de ne pas la mettre dans cette vidéo. Je suis désolé de vous décevoir. Ce que j'ai voulu c'est faire une vidéo plus longue parce qu'elle nécessite plus de temps pour être bien maîtrisée cette IA. Néanmoins, pour vous faire patienter, dans la description vous allez retrouver une IA qui va quand même vous permettre de revoir, d'évaluer vos rendez-vous avec un scoring. Et la deuxième chose que je vous propose, c'est dès que la vidéo consacrée elle est sortie, je vous la mettrai aussi dans la description. Donc en fonction de quand vous regardez la vidéo, vous y aurez accès ou pas. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Les meilleures découvertes sont celles qui laissent le prospect ravi, même s'il ne voit pas le produit. Toutes les ressources contenues dans cette vidéo sont dans la description. Allez vous en servir, c'est fait pour ça. Allez appliquer, ne restez pas à regarder ces vidéos sans rien faire. Vous ne progresserez pas comme ça. La connaissance, ça vaut plus grand chose. ChatGPT pourra vous raconter plein de choses. C'est pas ça qui vous fera vendre plus au quotidien. Donc allez chercher ces ressources, appliquez, essayez des choses sur le terrain. Vous allez être d'accord. Il y a des choses qui vont marcher, pas marcher. Utilisez pourquoi pas les commentaires pour me challenger et me dire ce que vous en pensez. C'est comme ça que collectivement, entre commerciaux,
on va progresser. Je vous souhaite de très bonnes ventes et je vous dis à la semaine prochaine.